Mais venez discuter politique. Qu'est-ce qu'on va faire après? Comment on va changer le régime? C'est quoi la Syrie de demain? Est-ce qu'il est admissible que, et ça c'est la grande bagarre avec Burhan Radioun, donc là je rentre dans le détail pour dire où on est, est-ce qu'il est admis, et là il a fait à mon avis beaucoup de tort, quand on vient de dire dans l'interview Wall Street Journal, la dame lui pose la question, est-ce que la charia peut être appliquée en Syrie? Et la réponse de Burhan, c'est le Parlement va être un Parlement démocratique, donc il y aura une majorité de sunnites, et si la majorité de sunnites veut la charia, on l'applique. Ça, c'est la mauvaise réponse. Parce que on ne peut pas, dans un pays où, ou bien on met l'égalité de la citoyenneté devant, ou bien on met un partage communautaire un peu comme au Liban. Et si on dit l'égalité de la citoyenneté, c'est-à-dire la règle est la même pour tous, on ne peut pas appliquer la règle de certains sur d'autres. Et ça, c'est une histoire ancienne en Syrie. Il y a eu dans la Nahda arabe, c'est-à-dire le réveil arabe, qui est né bizarrement, c'est-à-dire les idées modernistes, la modernité est née d'Al-Azhar, pour une grande partie à la fin du 19e siècle. Il n'est pas aujourd'hui une lumière de modernité. Il y a eu trois piliers de cette modernité, de réflexion, etc., qui a amené les indépendances arabes. La Tunisie, qui a fait la première constitution historique, donc vers 1870, avant l'Empire ottoman. Donc il y a une tradition constitutionnaliste et juriste en Tunisie. Il y a l'Égypte, avec la première révolution pacifiste en 1919, donc qui a fait qu'elle a eu son indépendance bien avant que les autres. Et il a fait une révolution pacifiste bien avant Gandhi. Donc l'histoire lui reconnaît ça. Et il y a la Syrie qui a été la première à dire la religion est pour Dieu et la patrie est pour tous. C'est-à-dire elle était communautaire, les Français sont venus pour la diviser en différentes régions, etc. Et le pacte national c'est on laisse les divisions religieuses, bon, on ne va pas casser tout, on est encore un peuple, etc. Mais la religion n'est pas quelque chose de primordial. Chacun peut jouer. Et ça, c'était une ouverture colossale pour le pays. Et ça, c'est des personnalités qui se sont réunies de différentes communautés et qui ont déjoué ce que les Français ont fait. Quand vous lisez des livres d'histoire sur la France, comment ils ont essayé de gouverner la Syrie et comment ils n'ont pas réussi à diviser les gens, vous dites comment ils ont fait. Il y a quelque chose de très fort chez les Syriens. C'est un pays dont l'imaginaire collectif, c'est qu'il est beaucoup plus grand qu'il n'est. En 2006-2007, la Syrie a reçu, avec la guerre civile irakienne, 1,5 million d'Irakiens. Pour 20 millions d'habitants, ça fait 7% de la population, c'est demi. Bon, à l'échelle de la France, c'est comme si vous amenez 4 millions de personnes. Et c'est sans aide internationale, c'est les réseaux sociaux qui les ont accueillis. En 2006, agression israélienne contre le sud du Liban. Je dirais la plupart des chiites fuient. 300 000 arrivent en Syrie, à Damas. Il faut se rappeler que les chiites, dans leur Husseini, leur lieu de culte, insultent Yazid. Yazid, c'est le fils de Muawiyah, le fondateur de l'empire de Omeyyade. Or, les descendants de Yazid accueillent les chiites alors qu'ils les insultent de grand cœur. Et donc, c'est un pays qui fonctionne bizarrement. La Syrie, aujourd'hui, est sur sanction. Il est commun, la plupart des Syriens savent que les aides envoyées par l'Arabie Saoudite, le Qatar, le machin, à travers, je ne sais pas quelle organisation, je ne vais pas faire le machin, soi-disant pour des aides aux gens sinistrés, à Homs, etc., 90% disparaît dans le circuit. Ça, c'est... Bon. Comment les gens tiennent? 1 an et 3 mois de révolution. Qui fait vivre les gens? Je dirais Adara et machin. Comment alors qu'il n'y avait pas de boulot, etc. Fantastique les réseaux sociaux. Fantastique. Alors ils sont épuisés aujourd'hui. Mais fantastique ces réseaux sociaux. Dans les histoires des sanctions internationales,
faut se faire attention. Il y a des règlements de compte et des préparations de choses malignes qui sont en train de faire entre les Syriens, hommes d'affaires à l'étranger, qui veulent bouffer la partie après la révolution, ou les hommes d'affaires du Golfe qui veulent bouffer la partie. Les mêmes hommes d'affaires syriens aujourd'hui qui sont restés, ils sont obligés de payer pour les Shabiha parce que le régime, autrement, il les tue, il les jette. Mais c'est eux qui envoient les camions d'aide, c'est eux qui aident. C'est un réseau social fantastique. Hein, les gens s'entraident. Regardez ce qui s'est passé à Homs. Il y a eu des déplacements de population. Les gens se sont fait des accords tacites. Tu prends ma maison, je prends ma maison, etc. Tu me rends, ça n'existe pas, je dirais, dans une quasi-guerre civile. Voilà. La mission de Kofi Annan, on est à 1 mois et demi d'une période de 3 mois, donc il reste 1 mois et demi. Son aspect réduire la violence et aider à créer le blocage, c'est-à-dire le grand sit-in là, qui remplit la place d'Alep ou qui remplit le centre de Damas, peut se faire. Il y a eu une tentative à Alep il y a 3 jours, qui est sorti de l'université, accompagné par les observateurs, qui est arrivé en centre-ville. Il y a eu des coups de feu, ça a échoué, mais je dirais que c'était une première. Jamais ils ont fait ça. Comme quand il y a eu les observateurs arabes, Homs, avant qu'elle tombe, on pourrait reparler de l'initiative arabe comparée à Annan plus tard, vous savez, quand Homs est devenu un peu le symbole de la révolution. Et à chaque fois, quand on monte à la télé, on vous montre l'espèce d'horloge qui est au centre de Homs. Les gens tournent autour de l'horloge, mais c'est des fausses horloges. C'est-à-dire chaque quartier a construit un modèle de l'horloge du centre-ville. Et le seul moment où les grandes manifestations ont toutes convergé à la vraie horloge, c'était pendant les observateurs. Donc cet aspect-là, surtout avec l'augmentation des observateurs, il peut marcher. Il reste 2 problèmes. Un problème, c'est que l'opposition, aujourd'hui, est incapable d'avoir un discours politique pour dire qu'est-ce qu'elle fait. Comment elle fait la transition politique, elle discute avec qui, qu'est-ce qu'elle veut. Elle ne parle pas de justice transitionnelle. Or, il est très important de parler de justice transitionnelle, de réparation. Comment vous voulez qu'une partie de la population qui a peur du changement vienne avec vous si vous ne dites pas que vous êtes porteur, comme Hollande. Hein, je suis porteur de toute la France, après, du moment que je gagne. Si vous ne donnez pas le message que vous êtes porteur de toute la Syrie après. Si vous avez des gens qui vous disent de gaieté de cœur, et y compris devant la télévision, qu'il est normal qu'après la Révolution, il y ait des vengeances et qu'on tue 100 000 alaouites ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ça c'est anti-politique. C'est-à-dire, moi je dis toujours une phrase, le régime ne chutera que par ses erreurs, parce qu'il est très intelligent. Il ne durera qu'à cause des erreurs de l'opposition. Alors l'autre grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines composantes politiques, et surtout une branche armée de la Révolution, qui ne veut plus je dirais, d'une solution politique et se sent, alors c'est pas très clair, est-ce qu'elle a reçu des armes qui peuvent faire la balance avec l'armée nationale, tout le monde s'arme, non? Mais ils veulent en découdre. Donc au même moment, dans le Conseil national, vous avez Burhan qui a dit « je veux la solution politique » parce que donc l'une des composantes principales a dit « il faut que vous acceptiez l'initiative Annan ». Le chef des frères musulmans a déclaré d'Istanbul qu'il est contre le machin. Elle a échoué avant de naître et je ne veux pas entendre parler de ça et nous allons à la solution militaire. Dans la même composante politique. Donc là, je dirais qu'il y a un problème. C'est pour ça que je disais au Caire, tout ce qu'on pouvait espérer, c'est la photo. C'est pas qu'ils se mettent d'accord, mais c'est juste la photo. Donc il y a une branche qui veut la guerre. Mais à mon avis, elle veut pas parce qu'elle veut. Parce que elles sont poussées et armées et financées par certaines puissances. Toujours la même chose. Qatar, Arabie Saoudite et pas mal de Turquie.
D'ailleurs, la Jordanie, la frontière jordanienne, il y a très peu d'armes qui entrent, par ordre des gouvernements jordaniens. Le Liban, il y a un peu, mais c'est surtout à cause du 14 mars, etc. Et c'est la Turquie qui laisse passer, ce qui devient une situation explosive, y compris en Turquie. Je vais finir par cette phrase. Au début, par cette réflexion, au début de la Révolution, il y a eu des ambassadeurs, des affaires étrangères de différents pays qui sont venus, qui nous ont consultés, etc. On dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, c'est une révolution, il faut l'appuyer. Mais moi, j'ai peur de la manière avec laquelle vous allez l'appuyer. On dit pourquoi? Il se peut que vous aimiez la démocratie en Syrie. J'en doute, mais il se peut. Donc ça, c'est, vous pouvez appuyer la démocratie. Mais vous, ce que vous voulez surtout, c'est que la Syrie soit l'ennemi de l'Iran au lieu d'être son allié. Laissez le problème de l'Iran de côté. Je dirais, une Syrie démocratique, elle changera. Elle ne sera pas nécessairement alliée de Hezbollah, etc. Mais si vous mettez le problème du Hezbollah et de l'Iran comme une priorité avant, vous allez faire exploser toute la région. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces puissances qui ont aidé ont gagné déjà. Que les Syriens sont divisés en plusieurs camps et ne se parlent pas et s'insultent, machin, etc., comme ça ne s'est jamais passé. C'est-à-dire une petite différence d'opinion politique fait une fixation d'une violence inouïe. Je dirais pourquoi? Mais on va vivre ensemble. J'ai dit à deux des chefs du Conseil national dans une grande réunion devant des grands ministres, etc., je leur ai dit, vous savez, bon, oubliez Bachar al-Assad. Vous êtes tous des amis d'enfance, on a grandi ensemble. C'est-à-dire, je connais Bra, je connais Basma, etc., on a grandi ensemble. On ne se salue plus, on ne se serre plus la main. Comment on va vivre ensemble demain dans une Syrie démocratique? Ça, ceux qui ont joué l'aspect complot, ils l'ont déjà gagné. Et aujourd'hui, je dirais, les insultes, c'est-à-dire impliquer la Syrie dans une guerre confessionnelle ou dans une mentalité confessionnelle, ils l'ont gagné contre les pères fondateurs qui disaient Dieu, la religion est pour Dieu, etc. Donc aujourd'hui, dans les milieux de la Révolution, pour différentes raisons, etc., populaires, et à cause des médias, etc., l'ennemi c'est l'Iran, l'ennemi c'est les Russes, etc., et l'ami c'est le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est une aberration. Comment une révolution qui veut la liberté et la dignité peut avoir comme amis des pays où la moindre des choses, c'est-à-dire de liberté, de dignité, n'existe pas. Voilà, j'en termine là. On espère avoir ouvert des voies plus que apporter toutes les réponses. C'est compliqué, c'est difficile. Mais je suis sûr que, comme disait l'hymne national et le Chablis, quand les peuples veulent la liberté, ils l'auront. Donc, on est en phase 1 de la révolution, la Syrie et le tournant du printemps arabe. Et quelle que soit la fin de cette phase, comment elle va se terminer, supposer que ce soit la révolution militaire qui gagne, de toute façon, ce sera momentané et se renversera. Comme en Égypte, je dirais, il y a eu, on s'est débarrassé de Moubarak, mais la révolution n'est pas terminée, il y aura une phase, deux phases, etc. Et le discours en Égypte aujourd'hui, c'est que même s'il y a des élections présidentielles cette semaine, c'est qu'il y aura des événements très importants dans les mois à venir. Voilà. Merci beaucoup.